Vous avez été nombreux à le demander. Samedi 15 novembre 2025, de 15 h à minuit, à l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle, nous vous donnons rendez-vous à cet événement exceptionnel. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vous parle du choc Stéphanie Mbida. Malgré 97 plaintes contre Nawali, sa dernière vidéo est une catastrophe parce que cette influenceuse, cette youtubeuse, qui n'est pas du tout chef d'entreprise, c'est scandaleux, puisqu'elle continue de défendre Nawali malgré 97 plaintes. Alors, allons-y. L'entrepreneuriat, le business en Afrique, la diaspora, ces mots, ce sont des mots qui résonnent avec des promesses d'avenir, en fait, de réussite, de retour au pays. Des coachs, des influenceurs comme Stéphanie Mbida, ce sont des gens qui vont animer nos espoirs, ils vont nous donner des conseils, nous montrer le chemin soi-disant. Mais que se passe-t-il lorsque ces mêmes voix, ces mêmes visages se retrouvent face à des scandales de fraude massifs? Eh bien, la position que l'on adopte devient alors un test de notre éthique, de notre responsabilité, de notre engagement réel envers notre communauté. Bon, aujourd'hui, les amis, moi j'ai décidé de déconstruire notamment la dernière prise de parole de Stéphanie Mbida sur l'affaire Nawali, justement. Bon, alors, c'est une vidéo où elle tente de faire pleurer les gens sur le sort d'une femme d'affaires. Non mais attends, 97 plaintes, et chère Stéphanie, tu veux nous faire pleurer sur le sort d'une soi-disant femme d'affaires. Bon. Franchement, les amis, vous avez des centaines de victimes, en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Vous avez des familles entières. Vous avez toutes ces personnes qui ont tout perdu. Donc, nous allons mettre en lumière, dans le cadre de cette vidéo, une posture qui, au lieu d'apporter de la clarté, semble brouiller les pistes et soulever de graves questions sur le rôle et la responsabilité des influenceurs dans les drames de l'investissement. Dans sa vidéo, Stéphanie Mbida ne prend pas la parole en tant qu'experte juridique, mais en tant que sœur africaine qui comprend les difficultés de l'entrepreneuriat. Son discours est habilement construit. Elle commence par affirmer qu'elle a lu les 800 commentaires de sa précédente vidéo et qu'elle comprend l'émotion de la communauté. Mais très vite, elle se place en avocate de la nuance. Elle nous met en garde contre les jugements hâtifs. Ne jugeons pas trop vite, dit-elle. N'utilisons pas les mots escroc ou arnaqueur sans comprendre la situation. Elle nous explique qu'il y a une différence entre un arnaqueur et un mauvais gestionnaire. Son message est clair. Et si Nawali, cette sœur africaine, n'était qu'une simple entrepreneuse, qui a échoué? Elle va plus loin en rappelant que le taux d'échec en entrepreneuriat est très élevé, de 90 à 95%. Elle insiste. Peut-être que Nawali avait de bonnes intentions, mais a simplement manqué d'outils ou d'expérience. Elle déplore une blessure de la trahison historique au sein de la communauté africaine et un manque criard de culture du risque, si vous préférez, qui pousse, selon elle, à condamner les échecs au lieu de les voir comme des leçons. Le tout
est enveloppée d'une rhétorique émotionnelle. Elle se positionne comme la gardienne de la justice, la protectrice de la culture du risque, celle qui défend le droit à l'erreur et le droit de rêver grand pour la communauté. En filigrane, le message est clair. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous manquez de maturité et d'esprit entrepreneurial. Et c'est là précisément que réside le problème. Maintenant, nous allons parler du déni des faits. Voilà. Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise gestion ou des crimes, hein, des crimes, je vous rappelle, qui sont du ressort pénal, voilà, avec des peines de prison, des amendes, et puis le paiement, évidemment, des dommages et intérêts pour les victimes. Bon, ok. Alors, la réalité de l'affaire Nawali contredit frontalement cette thèse de la mauvaise gestion. Je suis désolé. Écoutez, la justice n'a pas reçu 97 plaintes pour de simples erreurs. Les accusations portées ne concernent pas une simple faillite, mais des délits en matière pénale très précis. Bon, l'escroquerie, bon, la justice s'intéresse à la mise en œuvre de ce qu'on appelle des manœuvres frauduleuses, on en parle depuis très longtemps sur cette chaîne, pour tromper les victimes et s'approprier leurs fonds. L'affaire Nawali n'est pas un échec, c'est une succession de promesses de terrain qui, dans la majorité des cas, n'existaient pas ou étaient vendues plusieurs fois. Cela s'appelle de l'escroquerie, Madame Stéphanie Mbida. C'est scandaleux ce qu'elle nous raconte là, les amis. Ce n'est plus de la déception pour des personnes qui considéraient cette youtubeuse. Mais c'est carrément, comment dire, scandaleux ce qu'elle raconte. Mais attendez, mais c'est scandaleux. Bon, bref. Faux et usage de faux. Les victimes ont reçu des documents qui, selon leurs avocats, s'avéreraient être des faux titres fonciers ou des documents sans aucune valeur légale. Donc, chère Stéphanie Mbida, la création et l'usage de faux documents, c'est pas de la mauvaise gestion, c'est un délit. Est-ce que c'est clair? Sur l'abus de confiance, les victimes ont donné leur argent à Nawali avec un but précis, acheter un terrain. Si Nawali a utilisé cet argent à d'autres fins personnelles, cela relève de l'abus de confiance. N'est-ce pas, chère Stéphanie Mbida? Bon, Stéphanie Mbida, en insistant sur la mauvaise gestion et le droit à l'erreur, qu'est-ce que tu fais? Tu ignores de manière délibérée. Donc, les amis, Stéphanie Mbida a ignoré de manière délibérée, ou elle minimise même la nature délictuelle des faits. On ne peut pas demander de la compassion pour un entrepreneur dont l'échec est une succession de délits. Non, 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 non. L'échec d'un projet n'est pas l'équivalent de la vente massive de terrains existants. Il ne s'agit pas d'un manque de culture du risque de la part des victimes, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, mais d'une rupture du contrat social et légal d'ailleurs le plus fondamental. Le fait même que cette entrepreneur ne réponde plus aux appels, comme le mentionne Stéphanie Mbida elle-même, est un signal d'alerte. Ce n'est pas une simple difficulté. Un entrepreneur honnête qui fait face à des problèmes tente de communiquer. Je l'ai déjà dit dans le cadre de Noobicier. Tu communiques. Tu fais une réunion, tu dis à tes investisseurs, écoutez, nous avons un souci. Peut-être que je vous ai promis 40%. Regardez les chiffres. Cette année, c'est compliqué. Je pourrais vous proposer peut-être 15% dans 2 ans, etc., etc. On communique. On apporte des solutions au lieu de se présenter devant la justice. Voilà. C'est impossible
de se terrer dans le silence en espérant que la situation s'apaise. Ça s'appelle de la mauvaise foi, de la malhonnêteté. Ça s'appelle être un escroc. Maintenant, dans cette partie, les amis, nous allons parler de l'illusion de la neutralité et la question de la couverture. En fait, notre chère influenceuse, youtubeuse, Stéphanie Mbida, elle fait semblant d'être de temps en temps un peu neutre. Et voilà. Mais oui, sa posture, hein, la posture de Stéphanie Mbida soulève une question encore plus profonde et délicate. Pourquoi une figure comme elle, aussi influente, puisqu'elle a quand même plus de 500 000 abonnés, pourquoi est-ce qu'une figure comme elle défend un discours si déconnecté des faits judiciaires? C'est pour ça que j'interviens, les amis, parce que c'est scandaleux sur le plan juridique, mais c'est pas possible, les amis, ce n'est pas possible. Comment une communauté peut fonctionner avec des gens pareils? Mais c'est pas possible, les amis. Je vous dis depuis des années que beaucoup se servent de ce fantasme, hein, de ce rêve panafricain pour vous exploiter. Voilà, ce sont des mauvais panafricains, je suis désolé. C'est pas ça le panafricanisme. Ça, c'est un fantasme de panafricanisme. Ce n'est pas le vrai panafricanisme. D'accord? Bon, il y en a plein, hein, il n'y a pas qu'elle. Beaucoup. Voilà, donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? En fait, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Cette posture-là, en fait, qui est déconnectée des faits judiciaires, plusieurs observateurs s'interrogent et suggèrent que cette défense n'est pas désintéressée. Moi, je fais partie de ces gens-là. Est-ce que Stéphanie Mbida, en défendant Nawali, n'est-elle pas en train de se défendre elle-même par rapport à tout ce qu'elle fait finalement? Regardez ce qu'on a démontré dans d'autres vidéos, comme quoi, franchement, ses formations YouTube, etc., c'est vraiment bidon, quoi. C'est comme Simo, en fait. C'est le résultat. Donc, demain, les amis, au passage, on parle de Simo et de Mbida, et on va vous expliquer le parallèle entre les deux. Ça va être très très intéressant et très technique et très factuel. Voilà les amis. Oui, c'est comme ça. Alors, ce n'est plus un secret pour personne. Des figures comme Stéphanie Mbida, Simo, Noubissier, Nawali, tous ces gens-là, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent leur plateforme pour vendre des formations. Ce sont des vendeurs de formations, de coaching, et même parfois pour faciliter des investissements immobiliers ou fonciers. Il existe une inquiétude que ces influenceurs puissent utiliser ces méthodes qui, au départ, bien que légitimes à première vue, pourraient comporter des risques similaires, si ce n'est les mêmes que celles de Nawali. Vous comprenez? Voilà. On est certain d'ailleurs que c'est comme Nawali en fait. Sauf que pour l'instant, ils ne se sont pas encore fait attraper de cette manière. Certains se sont fait attraper, par exemple le Simoesque, c'est bon, on l'a attrapé, on l'a démontré, et il y en a comme Stéphanie Mbida qui commence à sortir du bois. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc, Stéphanie Mbida, en minimisant l'affaire Nawali et en la qualifiant de mauvaise gestion, c'est comme si on créait en fait un précédent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle est en train de dire, mais c'est très grave, c'est une excuse prête à l'emploi en cas de problème sur ses propres projets en fait, ou ceux de son entourage d'ailleurs. Elle va dire « Ah ouais, mais non, vous n'êtes pas des panafricains, les Africains, etc. À chaque fois, vous ne voulez pas que vos frères et sœurs réussissent, etc. » Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Là, on est sur des faits judiciaires. Arrête un peu, là. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la couverture, comme je vous ai parlé au préalable, c'est-à-dire ce schéma de couverture pour couvrir ses propres méfaits, ses propres délits. Mais oui. Donc, c'est une couverture mutuelle. Donc, les Simo, les Noubissier, les Mbida, les Nawali, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, ça arrive, les amis, ça arrive. C'est parce que là, on est en train de filtrer un peu quand même. Parce que bon, il faut quand même qu'on parte en vacances. On va pas passer notre temps non plus. Vous comprenez? Il faut quand même qu'on prenne des vacances. Bon, bref, ces gens-là vont, minimiser les échecs, d'accord, les échecs des autres, pour, en fin de compte, quand je dis des échecs, des délits,
Hein, c'est même pas des échecs, c'est des délits. Des délits pour protéger justement ce qu'on appelle l'écosystème entier de l'influence business en Afrique. Et bah pourquoi? Parce que ça génère des revenus. Ces gens-là se font de l'oseille et donc ils vont protéger leur business. C'est un mécanisme qui est très simple, qu'on est en train de débunker en fait, tout simplement. Donc écoutez bien les vidéos que je vous propose, les amis. D'abord, il y a la vérification indépendante du titre foncier. Vous devez exiger le numéro du titre foncier. Vous devez vérifier ce numéro systématiquement auprès de la conservation foncière locale. Et vous devez le faire en personne ou alors via un mandataire de confiance. Il faut vous assurer qu'il n'y a pas de litige, d'hypothèque ou de vente multiple. Deuxièmement, la vérification physique du terrain. Vous devez visiter la parcelle. Vous devez vous assurer qu'elle existe, qu'elle est à l'emplacement annoncé, qu'elle n'est pas occupée et qu'elle correspond à la description. Il faudrait mandater un géomètre expert à cet effet. Ensuite, troisièmement, il vous faut absolument un accompagnement juridique indépendant. Ça veut dire que vous devez engager un avocat foncier. Et pas n'importe quel avocat. Il faut que ce soit un avocat local, un avocat du pays qui soit sur place et qui soit totalement indépendant du vendeur pour éviter, évidemment, vous l'aurez bien compris, les différentes connivences qui peuvent survenir. C'est cet avocat-là, foncier, qui va vérifier tous les documents, qui va rédiger le contrat de vente et qui va s'assurer de la mutation légale du titre, le transfert, si vous préférez, de propriété. Bon. Ensuite, ce n'est pas fini. Il faut utiliser les canaux bancaires formels. Tous les paiements, on l'a déjà dit sur cette chaîne, tous les paiements doivent transiter par des banques avec des traces claires et des justificatifs. Il nous faut en droit des éléments de preuve. Si nous n'avons pas d'éléments de preuve en cas de contentieux, que voulez-vous que Sobayo ou d'autres puissent faire? Ensuite, il faut faire attention, prendre avec prudence les promesses miraculeuses. Miracle, terrain extraordinaire, 1000 francs le mètre carré. Vous voyez ces effets d'annonce. Vous l'avez bien compris, ce sont des effets d'annonce. Si une offre, de manière générale, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est que ce n'est qu'une promesse. Ce qui me dérange, ce n'est pas juste son opinion, c'est l'hypocrisie. Comment peut-on parler de valoriser les Africains, se dire engagé pour la réussite de la diaspora et en parallèle soutenir ceux qui profitent des Africains naïfs ou candides?